La classe dirigeante, elle n'est dirigeante que parce qu'elle décide du travail. C'est pas son pouvoir sur l'argent qui est l'origine de son pouvoir. Son pouvoir sur l'argent, elle le tire de son pouvoir sur le travail. Pour elle, le fait que nous soyons sous sa dépendance pour travailler est fondamental. Donc tout ce qui contribue à lier le salaire à la personne et non pas à l'activité validée comme productive par le capital, est combattu férocement. Depuis ce qu'on appelle le néolibéralisme, les compétences se sont alignées sur la logique de la bourgeoisie capitaliste. L'État fonctionne comme une entreprise. Bref, ce n'est pas l'utilité sociale de ce qui est produit qui est recherchée, c'est soit le profit, soit la puissance. La volonté de puissance n'est pas amendable non plus, pas plus que la volonté de profit. Donc non, il faut sortir de cette société, bien sûr. Une démocratie dans laquelle la politique s'arrête à la porte des entreprises, s'arrête à la porte des banques quand elles créent la monnaie, il n'y a pas de démocratie, bien sûr que non. Toute personne qui entend ne travailler que selon sa déontologie est communiste pour moi. En aucun cas, le socialisme d'État tel qu'il s'est construit en URSS n'était les prémices du communisme. Ça a été, au contraire, une absolue impossibilité du communisme. Moi, quand je pense ma génération et les jeunes que je côtoie, ils sont infiniment plus sensibles que nous l'étions dans ma génération au contenu même du travail. Bernard Friot, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes économiste et sociologue, vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris-Nanterre. Dans vos travaux, vous proposez une refonte complète de notre système économique et social. Alors, on va en parler longuement dans cet entretien, mais avant de commencer, j'aimerais qu'on parle des failles de notre système actuel et de pourquoi, finalement, il faut qu'on arrive à le changer. Alors, pour commencer, comment est-ce que vous qualifieriez notre mode actuel d'organisation socio-économique? Jusqu'ici, je le qualifiais de capitaliste, parce que de fait, on produit de la valeur pour la valeur, une production tautologique de la valeur, puisqu'il s'agit de mettre en valeur du capital dans l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit. Et on sait toutes les catastrophes, aussi bien anthropologiques qu'écologiques, dans lesquelles ça nous conduit. Mais la lecture de Jacques Bidet récemment, dans son ouvrage Écologie politique du commun du peuple, m'a rappelé des travaux antérieurs de ce collègue, donc prof de philosophie à Nanterre, en retraite actuellement, sur le fait que nos sociétés ne sont pas simplement capitalistes. La classe dirigeante, en fait, a deux pôles. Le pôle de la bourgeoisie capitaliste et puis le pôle qu'il appelle compétent, une technocratie si l'on veut. La bourgeoisie capitaliste est motivée par le profit, le pôle compétent est motivé par la puissance. Et il n'y a pas toujours de corrélation entre les deux. Et la lutte de classe met en scène la classe qu'il appelle fondamentale, c'est-à-dire les sans privilèges, les travailleurs, tous celles et ceux qui sont en réalité fondamentales parce que c'est leur mobilisation qui est à l'origine de tous les droits que nous connaissons. Et puis la classe dominante, qui est faite de ces deux segments. Et par exemple, dans ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, le segment compétent avait une forme d'autonomie, hein, une possibilité même pour les organisations syndicales de s'allier avec lui pour la conquête de droits contre la bourgeoisie. Et depuis ce qu'on appelle le néolibéralisme, les compétents se sont alignés sur la logique de la bourgeoisie capitaliste. L'État fonctionne comme une entreprise. Bref, la logique de compétence s'est mise au service de la bourgeoisie capitaliste. Et dans ce cadre, est-ce que vous pensez que le capitalisme est amendable, qu'on pourrait arriver à faire un système socialement acceptable ou pas? Si c'est non, pourquoi? Non, il n'est pas amendable, évidemment. Il n'est pas amendable. Encore une fois, il peut y avoir des moments, comme le rappelle Jacques Bidet, d'alliance
mais d'alliance pour le pire, parce que quand on regarde la période des années 60, c'est la bombe atomique, c'est la réorganisation de toute la côte méditerranéenne avec des grands projets totalement dévastateurs de point de vue écologique autour de Montpellier et autres. Enfin bref, la volonté de puissance n'est pas amendable non plus, pas plus que la volonté de profit. Donc non, il faut sortir de cette société, bien sûr, mais l'intérêt de mon travail d'historien du salaire et de la sécurité sociale, c'est de montrer qu'on a commencé déjà à s'en sortir. C'est ça qui est intéressant. Mais qu'est-ce qui le rend fondamentalement non amendable? Ben, ce qui le rend non amendable, c'est ce que dit Marx lorsqu'il parle d'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit. Ce n'est pas l'utilité sociale de ce qui est produit qui est recherchée, c'est soit le profit, soit la puissance. Et on ne peut pas demander à une bourgeoisie motivée par le profit de ne plus l'être, ou à une technocratie motivée par la puissance de ne plus l'être. Donc, non, ça n'est pas amendable, bien sûr. Il faut sortir la production de sa logique de profit et sa logique de puissance. Vous avez parlé des Trente Glorieuses et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. On me présente ça comme une époque bénie, qui aurait été presque parfaite, avec le plein emploi qu'on nous vante. Ça aurait été un moment d'un capitalisme équilibré, à visage humain, comme dirait l'autre. Est-ce que c'était si merveilleux que ça à l'époque, les Trente Glorieuses et qu'est-ce que vous y trouvez à redire? Mais sûrement pas, hein. Quand on regarde les statistiques sur l'emploi, hein, le taux d'emploi aujourd'hui est supérieur à celui du prétendu plein emploi des Trente Glorieuses parce qu'on ignorait, on ignorait les femmes, tout simplement, hein. Ça tombe bien parce que justement, on a ce graphique et on peut en discuter ensemble sur le taux d'emploi. On voit ici sur la courbe en vert que le taux d'emploi, donc la proportion de personnes qui ont un emploi dans l'ensemble de toutes les personnes pour les 25-49 ans, aujourd'hui, en effet, vous avez raison, le taux est très supérieur à celui qu'il était dans les années 60. Et donc, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui explique cette hausse? Bah, ce qui explique la hausse, c'est le devenir des deux autres courbes, hein. Si on ne tient compte que des hommes, de fait, le taux d'emploi des hommes a diminué, hein, mais en revanche, c'est celui des femmes qui a connu une progression spectaculaire. Alors, jusqu'à la crise de 2007-2008, hein, où on voit très bien l'inversion de la courbe et une reprise de sa croissance au cours des dernières années. Pour transition, si ça baisse pour les hommes, c'est aussi parce que le chômage en général s'est développé à cette époque-là, hein. C'est pour ça que ça baisse, hein. C'est ceux qui ont un emploi, c'est pas juste la population active, Non, évidemment. non, non, bien sûr, hein, c'est le taux de chômage, bien sûr. Dans ce cadre-là, est-ce que la démocratie est possible dans un système capitaliste? Une vraie démocratie, entendons-nous bien. Euh, non, non, puisque Je pose des questions un peu Au bêtes, mais il vaut au mieux les reprendre au tranquillement. cœur de la démocratie, enfin en tout cas pour un économiste du travail, je ne dis pas que mon point de vue couvre la totalité de la vie d'une société, mais au cœur de la démocratie, il y a la décision sur le travail. C'est quand même ce que nous produisons, qui, comment, dans quelle division internationale. Enfin, c'est quand même le cœur de notre existence commune. Et donc, si il y a une démocratie qui ignore, non seulement qui ignore, mais qui ôte soigneusement de la chose publique, qui est le fait des citoyens, la décision sur la production, une démocratie dans laquelle la politique s'arrête à la porte des entreprises, s'arrête à la porte des banques quand elles créent la monnaie, il n'y a pas de démocratie, bien sûr que non. Il y a, disons, une représentation des citoyens qui peut avoir un rôle positif sur un certain nombre de champs de notre vie sociale, mais sur le cœur de la vie sociale, nous ne sommes pas en démocratie, non. On sait que le mot capitalisme, d'ailleurs comme un peu le mot communisme, parfois ça fait un peu grincer des dents. Les gens se disent mais c'est finalement peut-être une matrice un peu dépassée. Aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à parler de lutte contre le néolibéralisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Le néolibéralisme est une étape
du capitalisme. Disons, l'autonomie relative de l'État vis-à-vis de la bourgeoisie est aujourd'hui inexistante. L'État n'a pas du tout réduit ses compétences, comme on le dit souvent pour qualifier le néolibéralisme. Ce n'est pas du tout la disparition de l'État, c'est au contraire une affirmation extrêmement forte de l'État, mais au service des marchés capitalistes, au service de la logique capitaliste, au service de la logique du profit. Et compte tenu que cette logique remporte de moins en moins d'adhésion, il y a cet aspect-là, à cause de ses effets anthropologiques et écologiques délétères, cet État est de plus en plus autoritaire. Pour qu'on soit sûr d'avoir bien compris, vous pouvez nous donner un exemple des deux catégories de bidets entre la partie bourgeoisie et la partie plus qui est à de puissance. On peut les identifier avec un exemple pour que tout le monde comprenne bien? Eh bien, je faisais allusion à des situations des années 60. Je peux en prendre une, qui est la mise en place de la sécurité sociale du soin. À la fin des années 50 encore, quand se démarre ce qu'on appelle la réforme hospitalière, aussi bien l'hôpital que la médecine ou les soins ambulatoires, il n'y a pas que la médecine, les soins infirmiers, kinés, etc., sont extrêmement faibles. L'hôpital, parce que jusque dans les années 40, on ne pouvait aller à l'hôpital que si on était insolvable, donc ce n'était pas des lieux de haute technicité, évidemment. Et puis, les soignants libéraux, les soignants ambulatoires n'étaient pas conventionnés avec la sécurité sociale, donc du coup, il n'y avait pas de remboursement. Et ce qui est spectaculaire, c'est que 20 ans plus tard, à la fin des années 70, nous allons être au premier rang dans les classements mondiaux de production de soins. Alors, ces classements mondiaux valent ce qu'ils valent, mais enfin, c'est quand même tout à fait significatif. Et je ne pense pas qu'aurait été possible la mise en place de la sécurité sociale du soin à l'échelle où elle a été mise en place, avec des CHU qui sont devenus les premiers employeurs de toutes les grandes villes de France, enfin, etc., etc. C'est quand même très considérable. S'il n'y avait pas eu cette conjonction possible entre une classe ouvrière qui est aux manettes, puisqu'elle gère le régime général, et dans l'État, dans l'appareil d'État, une haute fonction publique, des compétents divers et variés, qui ne sont pas à la remorque de la logique capitaliste. C'est tout à fait intéressant, et c'est ce que le néolibéralisme va balayer complètement. En réaction, dans vos travaux, vous proposez de changer radicalement de paradigme et vous êtes notamment parti du statut du salariat. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, selon vous, avec le statut de salariat actuel? Moi, j'insiste plutôt sur ce qui va, au contraire, parce que Dans le fonctionnement actuel de ce système-là, bien sûr. Alors, disons que nous sommes à mi-chemin, à mi-chemin dans la construction du communisme, c'est-à-dire du mouvement. Marx et Engels définissent le communisme comme le mouvement de sortie du capitalisme. Ce n'est pas une étape qui interviendrait après la prise du pouvoir d'État, puis le socialisme d'État. Tout ça, c'est des constructions totalement étrangères à Marx. Ce mouvement a commencé en changeant complètement le sens du salaire. Dans le capitalisme, le salaire, il intervient à la fin de l'acte de production. Il faut d'abord avoir produit, et avoir produit en s'endettant, puisqu'il faut une avance en capital qui endette les travailleurs, qu'ils soient indépendants ou qu'ils soient en collectivité d'entreprise, avant même de produire, alors que c'est eux qui vont produire la valeur. Eh bien, ils sont endettés. Quand on réfléchit 5 minutes à tout ça, on s'aperçoit qu'on est dans une logique totalement absurde, que nous pouvons complètement changer et que nous avons déjà commencé à changer. C'est ça qui est intéressant. Mais cet endettement initial qui fait que le pouvoir appartient au prêteur, c'est lui qui, au bout du compte, va décider de ce qui va être produit, aliène le travail. Le travail est aliéné au sens où ce n'est pas les producteurs eux-mêmes qui vont en décider, c'est le prêteur. L'exploite, parce qu'évidemment, ces prêteurs vont être remboursés de leur avance ou avec des taux d'intérêt importants ou payés par dividende avant que les salariés eux-mêmes soient payés. Le salaire intervient à la fin. Les actionnaires et les prêteurs ont leur part avant que les salariés soient payés. Donc, il est exploité, ce travail, et il est subordonné puisque, ma foi, les travailleurs obéissent aux ordres du management qui est au service lui-même de la logique capitaliste qui a été au départ
dans l'avance en capital. Donc, si l'on pose le travail comme le cœur de la vie sociale, un travail aliéné, exploité et subordonné, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut donc que nous sortions de cela. Et c'est moi ce qui m'a intéressé dans mon travail, même si j'ai mis extrêmement longtemps pour le voir, c'est que les travailleurs organisés ont été en capacité de commencer à sortir de l'aliénation, de l'exploitation et de la subordination. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est le déjà là de la sortie du capitalisme, le déjà là communiste, qui est au cœur de mon travail. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Alors, pour que les gens comprennent bien, on propose ici un graphique qui correspond au système que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui change dans ce système par rapport à la situation actuelle? Alors, ce qui change fondamentalement, vraiment fondamentalement, c'est que le salaire n'est pas le résultat final d'une production qui a été lancée par une avance en capital, à crédit donc, mais que le salaire vient au départ par création monétaire, et c'est l'avance monétaire, pas à crédit, puisque les salaires n'ont pas besoin d'être remboursés. La création monétaire doit être détruite, mais ça, on pourra en parler, bien sûr, comment s'opère la destruction. Mais nous sortons de l'inversion capitaliste. L'inversion capitaliste de la production, c'est au départ un endettement des travailleurs qui leur ôte toute puissance sur le travail. À la fin, un salaire qui est mesuré par l'acte subordonné qu'ils ont posé. Donc les travailleurs sont pris du début à la fin. Ils sont pris dans le chantage à l'emploi, qui fait qu'ils ne sont payés que s'ils ont posé l'acte de subordination. Et puis, ils sont pris dès le départ par une dette initiale. Je veux dire, il faut qu'il y ait une religion pour qu'on accepte un truc pareil. C'est du catéchisme. Le fait de nous dire que mais il faut d'abord s'endetter. Ben non, bien sûr que non. C'est l'intérêt justement de ce qui se passe dans les années 60, c'est qu'on démontre qu'on peut produire 10% du PIB, la santé c'est pas tout à fait rien, sans endettement préalable, par une avance en salaire, le salaire socialisé de l'assurance maladie. Sauf que ce salaire-là venait de cotisation sur une production préalable, et que là, dans le schéma que je commente là, il n'y a plus de cotisation sur une production préalable. Le préalable à la production, c'est le salaire. Le schéma montre bien qu'il s'agisse de biens dits de production, ce qu'on appelle l'investissement, et les consommations intermédiaires, ou qu'il s'agisse de biens de consommation, les biens finaux qui sont produits à partir des biens de production. Il ne faut que du travail pour produire la valeur. Pour produire la richesse, il faut du travail et de la nature, ça c'est la richesse nationale, mais pour produire la valeur, le PIB, il ne faut que du travail. Pour produire des matières premières, pour concevoir des outils, pour fabriquer ces outils, pour produire de l'énergie, enfin pour produire tous les biens de production, il ne faut que des travailleurs. Et pour qu'il y ait des travailleurs, il ne faut que du salaire. La seule avance, il faut une avance monétaire pour produire, c'est évident, mais ce schéma pose au départ non pas les entreprises qui fabriquent de la valeur ajoutée et ensuite va pleuvoir sur cette valeur ajoutée produite du salaire direct, de la cotisation sociale et du profit. Non, sûrement pas. Ça, c'est l'inversion capitaliste de la production. Au départ, et nous l'avons prouvé pour le système de soins, qui a été plébiscité avec des soignants très heureux, parce qu'ils soignaient pour soigner, c'est formidable. Ils ne soignaient pas pour rembourser la dette de l'hôpital, ils soignaient pour soigner, puisqu'ils n'étaient pas endettés dès le départ. Et ils avaient en plus un statut de fonctionnaire qui les libérait du marché du travail. Bon, nous avons fait la preuve pour 10% du PIB, c'est pour ça que ça a été tellement ensuite attaqué par la classe dirigeante, ce système de soins. Nous avons fait la preuve que, comme le schéma le montre, au départ, il y a non pas des entreprises qui produisent de la valeur, mais il y a une création monétaire qui crée les salaires qui vont être avancés
Nous préconisons le salaire comme droit politique de citoyenneté de 18 ans à la mort. Bien. Nous sommes 50 millions de plus de 18 ans. Prenons le salaire moyen actuel qui est de 2300 € net. Et disons, nous allons avancer un salaire moyen de 2300 € net à tous, dans une fourchette, parce qu'il faut une hiérarchie des salaires, de mon point de vue. Nous n'avons pas atteint un niveau de socialisation de la responsabilité économique tel qu'un salaire unique soit viable, je pense. Mais on préconise, disons, un salaire de 1 à 3, c'est-à-dire les 1800 € nets du salaire du SMIC revendiqué à 18 ans pour tous, et un salaire maximum de 5000 €. Bon, donc un rapport de 1 à 3. Mais qui donnerait donc un salaire moyen de 2300 € comme aujourd'hui. Bon, ben pour qu'il y ait un salaire moyen de 2300 € pour les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes, il faut 1500 milliards. Alors, il faut que la création monétaire de 1500 milliards ait évidemment en face d'elle 1500 milliards de production en valeur pour que la création monétaire ne soit pas purement inflationniste. C'est pour cela que dans le schéma, vous avez évidemment une production de valeur correspondant à l'avance en salaire. Mais nous sommes en parfaite capacité, évidemment, à produire 1500 milliards. Nous en produisons 2,4 à peu près, enfin 2400 à peu près. Donc, et en plus, lorsque c'est nous qui déciderons au travail, alors nous allons réduire des productions qui, d'un point de vue écologique, sont absurdes. Nous allons réduire des productions qui, d'un point de vue anthropologique, sont absolument absurdes. Mais nous allons augmenter des productions qui, elles, sont absolument nécessaires pour que chacun ait un niveau de vie à la hauteur précisément de ce salaire moyen de 2300 €. Donc, nous allons évidemment produire l'équivalent de cette avance monétaire. Et cette avance monétaire, elle sera ensuite détruite, parce qu'il faut qu'à la fin de chaque cycle, évidemment, la monnaie créée soit détruite. Comment? Dans le schéma, vous avez une distinction entre les productions à prix et les productions de biens de production. Seuls les biens de consommation, biens et services, ont un prix. Les échanges entre entreprises, c'est-à-dire les échanges de biens et services de production, ne relève pas d'échanges monétaires. C'est un échange comptable avec des exigences de rentabilité, des exigences de rapport entre l'input et l'output. Et évidemment, c'est pas bien sûr, mais la monnaie n'intervient pas dans les échanges interentreprises. La monnaie, c'est les salaires, ça n'est que les salaires qui servent à acheter les biens à prix. Donc, les entreprises qui vendent les biens à prix, les salaires de leurs salariés sont payés par la caisse des salaires. C'est ce que vous proposez. Bien sûr. Donc, il y a une caisse des salaires, donc ce n'est plus les entreprises qui payent directement les salaires. Bien sûr que non. C'est comme aujourd'hui, quand les entreprises elles payent une cotisation vieillesse à la sécurité sociale, qui la sécurité sociale paye derrière la retraite. Les entreprises payent une cotisation chômage, et donc c'est la caisse de chômage qui paye le chômage. Vous proposez qu'il y ait une caisse de salaire où les entreprises vont donner l'argent à la caisse des salaires pour que la caisse des salaires paye les salaires. Aujourd'hui, on a déjà en moyenne, enfin, quoique ça a été diminué avec les exonérations de cotisations patronales au-delà de 1,6 SMIC, en gros, 45% du salaire est déjà socialisé. Il n'est pas payé par l'entreprise. Il relève déjà d'une socialisation de la valeur. Nous proposons de passer à 100%. Mais sur quoi je veux insister, c'est que dans le schéma, nous avons premièrement un préalable qui n'est pas l'entreprise qui produit de la valeur ajoutée qu'on va répartir. Le préalable, c'est une avance en salaire qui est fondatrice de droits de la personne. Si mes droits dépendent de mon contrat de travail, mais je vais la fermer dans l'entreprise. Je vais écouter les sirènes d'une direction qui me dira « je ne vais pas donner mon avis ». Vraiment. Donc, il n'y aura pas de communisme. Le communisme, c'est quand les travailleurs eux-mêmes décident. Donc, il faut que les droits économiques soient des attributs de la personne. Donc, au départ, il y a distribution des 1500 milliards nécessaires pour que tous les plus de 18 ans, tous les résidents, donc nous allons assumer ce déjà-là
d'un trésor public qui paye les fonctionnaires. C'est pas chaque administration qui paye ses fonctionnaires. La totalité des salaires va être assumée, non pas par chaque entreprise, mais par des caisses de socialisation de la monnaie, enfin de création monétaire et de socialisation de la monnaie. Et puis, alors évidemment, charge à ces travailleurs de produire les biens de production et les consommations intermédiaires, d'une part, qui sont des biens échangés sans prix, mais avec une valeur comptable. Et puis, les biens finaux, eux, sont vendus par les entreprises qui produisent ces biens et services finaux. Ces entreprises n'ont pas payé leurs salariés, ces entreprises n'ont pas payé leurs investissements, n'ont pas payé leurs consommations intermédiaires. Elles vont donc verser la totalité de leur chiffre d'affaires à la caisse de la monnaie, aux caisses de monnaie, et la monnaie sera détruite à la fin du cycle. Alors, nous ne pouvons pas produire tout ce dont nous avons besoin pour des raisons à la fois climatiques et autres. Et par ailleurs, nous produisons des choses en excédent. Il y a évidemment, par ailleurs, à côté de cela, un dispositif de commerce international qui assure les achats des importations et les ventes des exportations. Donc, dans votre système, donc les employeurs ne payent plus les salaires, mais il reste bien des entreprises. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la fonction? C'est quoi le rapport entre l'entreprise et l'employé dans ce cas-là? Ah non, les entreprises sont décisives, évidemment. Évidemment. Les lieux où se produit la valeur sont des lieux absolument décisifs, mais ils ne sont plus marqués par l'inversion capitaliste. Les travailleurs ne sont pas sous la dépendance de prêteurs, d'investisseurs, d'opérateurs de marché, pour prendre les trois grands acteurs du capital aujourd'hui. Les travailleurs décident. Donc le rapport des travailleurs à l'entreprise a complètement changé. Alors ça ne se fait pas en 5 minutes, parce que nous avons eu, quand je contestais le fait que nous soyons en démocratie, nous avons eu, dès notre enfance, une telle socialisation à l'irresponsabilité en matière économique. Nous avons été éduqués à la compétition sur le marché du travail, ça, l'école fait ça très bien, hélas, mais pas du tout à la responsabilité économique, à la co-responsabilité, à la prise de décision, à l'apprentissage de la collaboration. On a appris la compétition, etc., etc. Donc, ce n'est pas en 5 minutes que le rapport des travailleurs à l'entreprise va bouger. Mais nous avons déjà quand même des expériences intéressantes lorsque des entreprises sont reprises par leurs salariés. Quand Unilever abandonne la production de thé et que c'est les travailleurs de l'usine qui produisaient les thés qui reprend et qui produit des thés, les 1336, puisqu'ils ont eu 1336 jours de grève pour arriver à cette situation. Eh bien là, il y a un apprentissage dans ces coopératives de la codécision, un apprentissage qui n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a quelques avantages secondaires à ne pas prendre de décision et à être soumis. Donc il y a tout un long apprentissage, ça suppose une toute autre école, une autre socialisation primaire, bien sûr. Et ce que je propose effectivement avec Réseau Salariat, l'association d'éducation populaire dont je fais partie, ce que nous proposons dans l'équipe de recherche dont je fais partie, l'Institut européen du salariat, qui publie une revue annuelle Salariat, qui a un site avec également des articles affichés sur ce site, indépendamment de la revue papier, qui est une revue annuelle qui s'appelle Salariat. Ce que nous préconisons, c'est effectivement d'étendre à l'ensemble des majeurs, comme expression de la souveraineté populaire, comme expression d'une citoyenneté enrichie de sa dimension économique, nous proposons que chacun de 18 ans à sa mort soit titulaire d'un salaire entre 1800 et 5000 euros par mois. Oui, parce que, pour bien résumer, un fonctionnaire, un prof par exemple, agrégé, va être embauché, rentrer dans la fonction publique en tant que fonctionnaire. Et dans ce cas-là, on va lui dire, simplifions, voilà, qu'il a un salaire de 2000 euros. En fait, il a un salaire à vie parce que vous considérez que quand il passe à la retraite, il continue évidemment à toucher de l'argent qu'on appelle retraite, mais vous dites oui, c'est toujours un salaire en fait, c'est un salaire à vie. Et donc en effet, si le prof change de poste ou pas, il aura toujours le même salaire en tout cas. Donc un fonctionnaire a bien de facto un salaire à vie dès qu'il est embauché jusqu'à son décès qui couvre ses faits. Donc quand on parle de salaire à vie, on peut dire déjà, mais c'est exactement ce qui se passe sur la fonction publique si on l'analyse avec ce regard-là déjà pour absolument. Absolument. Le fonctionnaire
change de salaire quand il change de qualification personnelle, quand il passe un concours qui fait qu'il va changer de qualification, qu'il va changer de grade. La pension de retraite des fonctionnaires, c'est la poursuite du salaire moyen des 6 dernières années. À l'époque, il n'y avait pas d'inflation structurelle au 19e siècle, donc c'était celui des 6 dernières années. C'est devenu les 6 derniers mois avec l'apparition de l'inflation structurelle à partir de la guerre de 14. Mais le Trésor public continue à payer les fonctionnaires. Un fonctionnaire continue à être payé, c'est du salaire continué. Et c'est ce modèle-là que nous pouvons généraliser, bien sûr. Sur ce graphique, on voit l'évolution du coût du capital, dont on ne parle étrangement jamais dans les grands médias. C'est évidemment les distributions de dividendes et de rachat d'actions, qui revient aussi à la même chose, c'est-à-dire à donner de l'argent aux propriétaires des entreprises. On voit d'ailleurs que ça a explosé ces dernières années. Dans votre système, on a dit les entreprises, elles restent, mais est-ce qu'elles restent comme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des actionnaires? Est-ce qu'on continue à payer des propriétaires de capital? Comment ça marche? Ah non, hein, la propriété lucrative qui a commencé à disparaître, encore une fois, tout ce que je propose comme analyste du salaire et de la sécurité sociale repose sur des déjà-là que j'ai observés empiriquement. J'insiste sur ce point. Je ne suis pas un réformateur social qui a un système. J'aime pas qu'on définisse ce que je dis comme un système, parce que moi, j'essaye de tirer pour le présent et l'avenir tout ce que nous avons déjà construit ensemble. Alors, il y a déjà des entreprises qui fonctionnent sans capital. La production d'éducation se fait sans capital, la production de santé se fait sans capital, sauf que notre adhésion à la logique, à la religion capitaliste fait que nous appelons la production de santé dépense de santé. La production d'éducation dépense d'éducation. Parce qu'évidemment, le récit que la bourgeoisie capitaliste nous insuffle en permanence, évidemment, auquel elle nous habitue par toute une liturgie, mais vraiment une liturgie. Si vous prenez le studio d'enregistrement d'une chaîne de milliardaires, CNews ou peu importe, c'est un lieu de liturgie avec des prêtres qui psalmodient, ce qu'on appelle des débatteurs, d'accord, des curés qui psalmodient la religion, avec un animateur qui célèbre le culte. Enfin, nous sommes dans la religion. Alors, nous avons été effectivement inscrits dans la pensée que ce qui ne génère pas de profit n'est pas de la production, c'est de la dépense. Donc, on parle dépenses d'urbanisme, dès lors que c'est une collectivité publique qui s'en charge de dépenses de santé, dès lors que ce n'est pas des groupes capitalistes privés qui assurent les soins. Mais de fait, nous avons déjà toute une partie de la production qui est faite sans logique capitaliste, hors logique capitaliste, bien sûr. Et alors, ce que les collègues de Lille, quand ils ont inventé, pour la CGT d'ailleurs, c'est la CGT qui leur avait fait ses commandes, ce concept de coût du capital, montre très bien, c'est effectivement que ce coût explose complètement. Les 100 milliards viennent grever, pour une utilité sociale nulle, la production que nous faisons collectivement, bien sûr. Dans ce modèle, est-ce qu'il reste des marchés financiers? Est-ce qu'il reste des systèmes aussi de dette, d'endettement? Comment ça marche? Non, c'est ce qu'il faut bien voir. Les échanges interentreprises ne relèvent pas d'échanges monétaires. Là, vraiment, je renvoie ceux qui nous écoutent au site de Réseau Salaria, réseau-salaria.info. On met l'adresse en commentaire. Ouais. Et il y a un onglet monnaie du salaire à vie, je sais pas, enfin quelque chose où ils trouveront beaucoup de textes, de réflexions sur ces questions-là, dont je ne suis pas du tout l'initiateur. Moi, je suis plutôt admiratif. Et dans votre modèle, qu'est-ce qui se passe avec la retraite pour les salariés, donc du privé? Il y a toujours un système de retraite ou c'est la caisse des salaires qui verse la retraite? Comment ça marche? La caisse des salaires verse jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mais encore une fois, ce n'est pas nouveau. Le Trésor public fait cela pour les fonctionnaires, donc quand même pour 6,5 millions de personnes. Donc il s'agit d'étendre cette situation. Et puis, ce n'est pas chaque entreprise qui paye ses retraités aujourd'hui, c'est bien la caisse d'assurance vieillesse ou les différentes caisses qui payent. Donc la retraite, c'est effectivement une grande question, cette affaire. Moi, je suis retraité depuis 15 ans. J'ai la chance d'avoir un métier que je peux continuer.
Alors, je n'enseigne plus. Ça, dès lors que j'étais en retraite, je ne pouvais plus enseigner. Mais j'ai pu transposer cette activité d'enseignement dans des activités d'éducation populaire, de débat à l'initiative de syndicats, d'associations, de partis politiques qui m'invitent pour des débats publics. Et puis, mon activité de recherche, je l'ai évidemment continuée, et je compte bien la continuer jusqu'à ma mort. La prétendue libération du travail de la retraite, c'est une amputation en réalité. Ah non, je n'ai plus de responsabilité dans le système éducatif. Ah oui, mais je vais faire du soutien scolaire. J'ai plus de responsabilité dans la production d'alimentation. Ah oui, mais je vais faire de l'aide alimentaire. C'est-à-dire que je vais poser des cataplasmes sur les jambes de bois du capitalisme. Non, pas du tout. J'entends bien rester en responsabilité jusqu'à ma mort. Si on n'est plus en responsabilité, que faire d'autre que de devenir vieux? Il n'y a plus d'autre solution. Moi, j'entends pas, j'entends mourir sans âge, j'entends être en permanence en responsabilité. Alors, de même que l'Église a la sagesse de dire aux évêques à 75 ans, écoutez, démissionnez, vous n'allez pas emmerder le monde comme chef d'Église jusqu'à votre mort, bien sûr qu'il s'agira... Il y a le Sénat pour ça. Ouais. Ben justement, le Sénat sera pareil. Non, il y aura un âge limite. Bien sûr qu'il faut un âge limite, on ne va pas faire de la gérontocratie. Il y a un âge où on n'est plus en responsabilité directe des opérations, mais on a d'autres responsabilités qui sont d'explorer des chemins nouveaux, enfin, etc. Et, on a suffisamment de bouteilles pour pouvoir le faire, mais on est toujours en responsabilité. C'est dans le petit bouquin « Prenons le pouvoir sur nos retraites » que j'ai sorti pour la dernière bagarre qu'il y a eu, j'insiste sur le fait que considérer que la retraite, c'est une libération du travail, c'est une forme d'aliénation. C'est admettre que le travail, c'est quelque chose dont il faut se libérer. Alors que le travail, c'est ce qui est décisif pour notre présence dans le collectif, notre vie commune, notre reconnaissance sociale, enfin, etc. Et il s'agit que jusqu'à la mort, nous soyons en responsabilité. Pourquoi est-ce que Arnaud ne vieillit pas? Parce qu'il est en responsabilité jusqu'à sa mort. Moi, j'ai pas envie de devenir vieux parce que je perds mes responsabilités. Et le fait que, alors que quand on est en retraite, on est enfin titulaire de son salaire, parce que ce qu'il faut aussi bien voir, c'est que les communistes en 1946, aussi bien Croizat à la sécurité sociale que Marcel Paul à la production industrielle ou Thorez à la fonction publique, ils ont posé la retraite comme continuation du salaire. Ce n'est pas du tout le différé de cotisation. Aucun calcul des cotisations n'est pris en compte pour calculer la retraite. Pas du tout. La retraite est la fonction d'un salaire de référence. Et donc la retraite, c'est la continuation d'un salaire. Enfin, on est titulaire de son salaire, on n'a pas besoin de le quémander auprès d'un employeur. Exerçons honorons ce salaire dont nous sommes enfin titulaires pour travailler librement. C'est pour que ce bonheur d'un salaire qui n'est pas le résultat de la subordination, mais le préalable de la liberté, que ce bonheur ne déteigne pas sur les travailleurs aujourd'hui soumis à la subordination, que les retraités sont interdits d'entreprise, interdits de service public. Ils doivent exercer leur travail libre dans les marges du milieu associatif. Le milieu associatif, le bénévolat, le prétendu bénévolat, ils ne sont pas bénévoles puisqu'ils sont payés. Ils ne sont pas bénévoles du tout. Le prétendu bénévolat dans le milieu associatif, c'est une façon de couper les travailleurs enfin libérés du marché du travail, enfin titulaires de leur salaire, de ceux qui sont encore soumis à la subordination. Alors qu'il faut au contraire qu'il y ait une articulation entre les deux et que, comme retraités, on continue. Alors évidemment, si on le souhaite. Oui, parce que pour qu'on comprenne bien aussi, qu'on s'entende bien sur ce qu'on appelle travail dans ce cas-là, dites-moi si j'ai bien compris, mais vous dites donc voilà, il y a un salaire à vie, donc on l'a jusqu'au temps, donc on est dans une entreprise un certain temps. On vous dit éventuellement, si quand on arrive à 65 ans, on va continuer un peu, on peut le faire. Mais ce qu'il y a aujourd'hui dans le système actuel, c'est que les retraités, en fait, ont quitté l'entreprise. Donc on va dire ils ne travaillent plus, mais quand on regarde, la plupart ils travaillent.
ils travaillent différemment. Alors, soit ils sont bénévoles dans une entreprise, donc évidemment, ils sont pas dans une association, donc ils ne sont pas payés par l'association. En fait, ils ont bien la retraite qui est une espèce de salaire. Donc, si vous regardez, en fait, vous êtes toujours un salaire de la société et vous avez une activité que vous choisissez librement. Ou même si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, à la rigueur, j'ai presque envie de dire aussi, mais quand vous gardez vos petits-enfants, vous avez aussi une activité qui normalement serait marchande. Si vous n'étiez pas là, il faudrait bien payer quelqu'un. Donc, c'est toujours une activité, vous savez, donc vous travaillez toujours différemment, vous l'avez choisi, mais vous n'êtes pas assis toute la journée dans un fauteuil à regarder la télé. Enfin, en tout cas, on l'espère. Sinon, en effet, ça va dégrader votre santé. Donc, dans votre idée, c'est finalement la société reconnaît la valeur des seniors aussi dans leurs activités qui pourraient être soit un peu dans l'entreprise, soit s'ils sont fatigués, s'ils ont eu des travaux pénibles, ça peut être dans des associations, ça peut être avec la famille. Donc, il y a toujours cette reconnaissance et où vous laissez une liberté aux gens de choisir ce qu'ils veulent faire. Dans ce cas-là, en tout cas, vous avez le salaire et donc vous allez vous occuper comme vous voulez. C'est aussi un peu ça dans votre vision, je comprends bien? Oui, bien sûr, c'est à la fois une restriction du champ du travail, parce qu'on ne va plus appeler travail la production de, je sais pas quoi, de médicaments qui tuent. Le Mediator, mettons, ça ne va plus être du travail, puisque la mesure de la valeur d'une activité sera évidemment liée à l'utilité sociale de l'activité en question. Donc, un produit qui n'a aucune utilité sociale, je ne sais pas, la 5G par exemple, qui n'a aucune, on peut parfaitement se passer de 5G, on ne va pas regarder des vidéos dans le métro, enfin tout ça c'est de la connerie quand on sait les urgences écologiques auxquelles nous sommes confrontés, tout ça est absurde. On ne va plus appeler ça travail, produire de la 5G, parce que on n'attribuera plus de valeur à une telle activité, bien sûr. Mais en revanche, on va appeler travail des choses qui, aujourd'hui, ne le sont pas parce qu'elles ne mettent pas en valeur de capital, puisque la définition du travail dans le capitalisme, c'est tout ce qui met en valeur du capital. Mais bien sûr qu'on va appeler travail toute une série d'activités qui sont indispensables pour la production de l'utilité collective et qui, aujourd'hui, effectivement, sont assumées, y compris par ceux qu'on appelle avec mépris des allocataires. Si vous prenez les travaux donc, de Maud Simonet, qui est une des membres de l'équipe de l'Institut européen du salariat, sur le travail que fournissent des tas de gens, des familles monoparentales, par exemple, des femmes qui ont des enfants, etc., qui n'ont pas d'emploi, mais qui sont tout le temps au travail, en réalité. En s'occupant de ses enfants, par exemple, c'est ce que vous voulez dire, qu'on soit d'accord. C'est une vraie valeur. En effet, si vous ne le faites pas, et que vous payez quelqu'un qui va le faire, et vous voyez bien que c'est une activité, normalement. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Croizat, comme ministre communiste de la Sécurité sociale, créateur du régime général avec la CGT en 1946, modifie complètement les allocations familiales en août 1946, il en fait un salaire des parents. Le salaire devient un attribut de la personne. Alors, est-ce que ça veut dire, là je voudrais aller plus loin que ce que je viens de dire, est-ce que ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est du travail? Ça, je ne le pense pas. Il faut réserver le mot travail à une partie seulement de nos activités. Alors, dans le capitalisme, c'est terrible, c'est les activités qui mettent en valeur du capital, quel que soit leur intérêt social. Ou c'est les activités au service de la puissance des compétents, quel que soit leur intérêt social. Bon, ça évidemment, tout ça doit disparaître. Mais est-ce que tout est travail? Non. Moi, j'ai aucune envie que lorsque je fais la fête de Noël avec mes enfants et petits-enfants, ce soit du travail. J'ai absolument besoin que toute partie de mes activités ne relève pas de la loi de la valeur. Je prends souvent l'exemple parce que j'y suis confronté. Je retape une grange. Je fais ça sans souci de délai. Je mets en place des techniques, mais pas forcément les plus aléatoires. Je n'ai pas de compétences professionnelles majeures. Je ne considère pas que c'est du travail. En revanche, pour rendre habitable une ruine qui va devenir ma maison, j'ai fait appel à une entreprise qui, comme moi, fait de la maçonnerie, mais avec des considérations de valeur qui font que c'est du travail. Non, tout n'est pas travail. Et dans une société du salaire à vie, évidemment que chacun sera non pas obligé, je crois qu'il faut, c'est de même qu'on n'est pas obligé de voter. On est titulaire d'un droit qu'on exerce, qu'on aime exercer, et qu'il faut rendre désirable qu'il soit exercé, mais il n'y a pas d'obligation avec, je ne sais pas quoi, des flics ou des choses comme ça, sûrement pas. Mais en revanche, et c'est ça la nouveauté, il s'agit que je sois en permanence travailleur, et donc titulaire d'un salaire.
Dans le communisme, en train de se construire encore une fois, le travailleur, c'est pas celui qui est au travail en ce moment. Ça, c'est la définition capitaliste, puisque comme on ne décide pas au travail, comme le travail est à la fois aliéné, exploité et subordonné, on n'est payé qu'à la mesure du travail que l'on a fait, avec le profit en moins, évidemment. Donc, on est travailleur que si on est au travail. Mais dans le communisme, pas du tout. On est travailleur en permanence, c'est-à-dire qu'on est en permanence responsable de l'investissement, responsable de la création monétaire, responsable de ce qui se passe sur un territoire, responsable de la division internationale du travail, enfin responsable de la façon dont on produit concrètement du fromage sans confier ça à Lactalis, etc., etc. Donc on est en permanence travailleur, au sens où en permanence on est en responsabilité du travail, mais on n'est pas en permanence au travail. Je réserverai moi le mot travail, et là c'est discutable, hein, et pour le moment, je suis en réflexion là-dessus. Je ne suis pas du tout sûr que je raconte soit pertinent. Je suis en débat avec toute une série de jeunes décroissants, comme on dit, mais il faut bien s'entendre sur le mot. Je pense que l'espèce humaine a une capacité d'entrer en relation réflexive avec le reste du vivant et la nature, qui est sans commune mesure avec les autres espèces vivantes et qui nous donne une responsabilité spécifique de produire un monde qui ne soit pas simplement l'adaptation à l'environnement. Alors, non pas la production capitaliste folle de rendre impossible notre vie sur la planète pour aller conquérir Mars, tout ça pour moi c'est absurde, certainement pas, mais pas non plus une forme de démission collective où nous serions condamnés à un monde fini. Je pense qu'il y a, si nous voulons entretenir une production de nourriture en cohérence avec toute la dynamique du vivant, il faut changer radicalement, évidemment, notre rapport au reste du vivant dans la production d'alimentation, parce qu'elle est folle. Mais justement, en finir avec cela, ça va supposer d'entretenir avec le reste du vivant des relations toutes nouvelles, avec un apprentissage très long, avec pour moi, un infini qui s'ouvre à nous, qui est nouveau, et que j'appelle travail. Lorsqu'on mobilise au service de cet infini de la science, de la technologie, de l'organisation, à l'échelle cohérente, locale ou internationale. Vous avez parlé de vos rencontres avec des chercheurs qui pensent aussi la décroissance. Ça me fait penser dans le modèle, est-ce que le système repose toujours sur de la valeur ajoutée d'entreprise qui doit être stable ou croissante? Est-ce qu'on se débarrasse de cette idéologie de la croissance permanente? Comment ça marche? Encore une fois, il faut d'abord, et là je pense que, y compris des keynésiens comme les tenants de la théorie, de nouvelle théorie monétaire, la moderne monetary theory, Stephanie Kelton, enfin, etc., bon, sont un peu sur ces positions que moi je tire de mon observation de ce que nous avons déjà constitué ensemble au XXe siècle comme alternative au capitalisme. Il y a une avance monétaire sous forme de salaire, et il faut produire la valeur correspondant à cette avance monétaire. Bon, ça c'est clair. Donc il y avait une exigence de production. Mais pour moi, le toujours plus de profit, toujours plus de puissance, doit être remplacé par un toujours plus d'amour, à condition qu'on se mette d'accord sur le mot, qu'on le décharge de sa tonalité morale pour bien poser ce travail où cet autre devient un absolu. Ce n'est pas quelqu'un qu'on instrumente, c'est un absolu. Et donc, il faudra bien, effectivement, que les entreprises aient un projet, mais pas dans le toujours plus de profit ou de puissance, dans le toujours plus de poser l'autre comme absolu. Et ça, c'est le catholique qui parle par ailleurs. Il y a un point très, très intéressant dans votre réflexion, on l'a dit rapidement tout à l'heure. Dans votre système, bon, il reste quand même une échelle de salaire, vous l'avez fixée très limitée dans votre modèle, on parlait de 1 à 3, mais
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que peut-être c'est pas assez, mais on peut illustrer aussi avec ce graphe qui montre la répartition aujourd'hui des salaires déjà pour qu'on ait les choses claires. On voit que finalement c'est pas forcément très très différent de ce que vous proposez, puisque 95% des gens gagnent moins de 5 000 euros aujourd'hui, dans la répartition actuelle hein, des salaires mensuels équivalent temps plein en France. Euh, Qu'est-ce que vous répondez aussi à ceux qui vous disent que finalement, s'il y a plus de large échelle des salaires, ça va être un frein au travail, à la productivité, à l'innovation c'est quelque chose qu'on entend aussi Non, mais comme pour moi, reproche. c'est du pipeau. Merci beaucoup de publier ce graphique qui montre effectivement, quand on pose un salaire entre 1800 et 5000 euros, on n'exclut que 4% de la population. Ces 4%, ils sont inutiles, franchement. Soyons clairs. Euh, Pas moi, mais des collègues ont étudié euh, le fonctionnement de la SNCF quand il n'y avait pas les salaires mirobolants que maintenant certains ont à la SNCF. Hein. Je pense à notre ancienne première ministre là, qui a été par un temps cadre dirigeant de la SNCF avec des salaires mirobolants. L'existence de salaires mirobolants n'a pas entraîné du tout un meilleur fonctionnement de la SNCF, au contraire. Ah, j'ai pas vu, non, non, ça c'est pas. Je pense que beaucoup en France ont constaté que ça n'avait pas amélioré Ben, pas beaucoup sûr les que choses. non. Hein. Ces salaires mirobolants sont dus, bon, on le voit très bien, on le sait très bien, au fait que maintenant le management est fait par des gens qui ont une formation financière, qui ne connaissent pas le boulot en général. Il ne faut pas qu'ils le connaissent parce que sinon, ils vont avoir des rapports finalement un peu de complicité avec les autres travailleurs. Donc il faut vraiment qu'ils ne connaissent pas le boulot, c'est si possible. Ah bah, ils vont se rendre compte que la boîte est mal gérée quand même, sinon du point de vue réel de l'activité de la boîte en général. Je pense Voilà, que- et ils vont avoir une activité qui, pour moi, est totalement nocive. Donc, je pense que nous pouvons effectivement, nous gagnerons en efficacité lorsque nous supprimerons tous ces salaires absurdes. Un rapport de 1 à 3 est largement suffisant. Mais comment dans ce système on détermine celui qui gagne 1 et celui qui gagne 3 ça se passe comment? Ah ben ça, c'est effectivement une opération de violence sociale. Hein. Je crois qu'il faut être clair. Hein, la société communiste n'est pas une société sans violence, c'est pas une société sans pouvoir, c'est pas la fin de l'histoire. Après le communisme, il y aura autre chose. Moi, je peux pas penser. Moi, je pense à l'échelle de 10, 15, 20, 50 ans maximum. Hein. Le reste n'est pas raisonnable. Euh, Nous avons effectivement une éducation qui, pour le moment, ne nous forme pas à la responsabilité en matière de vie des entreprises, de production de travail. On n'est pas formé à ça du tout. Par exemple, quand une entreprise devient une coopérative, il y a toute une partie des salariés qui sont perdus, hein, parce qu'ils n'ont pas du tout été habitués à diriger, à participer aux décisions, etc. Et donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous soyons en capacité de faire fonctionner la société sur la base d'un salaire unique. Il n'est pas sûr du tout que les trajectoires individuelles, leur addition, conduisent à la production de tous les besoins sociaux. La hiérarchie des salaires, mais du coup, elle va être inversée, dans un certain sens, va être nécessaire pour faire monter en qualification plus vite des travailleurs qui accepteraient de faire des travaux qui ne seraient pas spontanément choisis. Des travaux de nuit, par exemple, alors à condition qu'ils ne durent pas très longtemps, hein, parce que le travail de nuit est attentatoire à la santé, bien sûr, mais qui sont nécessaires, non pas pour vendre des parfums sur les Champs-Élysées à minuit, tout ça, ça va être supprimé, bien sûr, mais pour des industries de process, pour des urgences hospitalières, bon, il faut bien du travail de nuit. Bon, ceux qui accepteront de faire ce travail, qui est attentatoire à la santé, sur un temps qui sera forcément limité par ailleurs, monteront plus vite en qualification. Donc, la hiérarchie des salaires, dans ce rapport de 1 à 3, me paraît nécessaire, même si je sais qu'elle sera source de discrimination inévitablement. Mais qui c'est qui l'a défini? Qui c'est qui dit, toi, tu vas toucher 3 concrètement? Alors, nous avons déjà des exemples. Dans la fonction publique, moi, je suis monté en qualification. Alors, c'est moi qui ai pris l'initiative. J'ai dit, je veux passer un concours. Donc, c'est quand même les personnes qui décident d'abord. C'est pas d'autres que les personnes. Ce concours, il a un certain nombre de règles. Il se passe, par exemple, dans la fonction publique, devant un jury de personnes qui ne connaissent pas le candidat.
pour éviter les copinages, les droits de cuissage, enfin tout est possible dans ce cas-là. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait une forme d'abstraction, disons. C'est pas les collègues de travail qui vont faire monter en qualification les personnes, sûrement pas, sûrement pas. Ça, il y aura forcément des jurys qui ne connaîtront pas les candidats. Les règles sur lesquelles se passera la montée en qualification, ben là, il faut que ce soit en permanence des règles politiques, hein, parce qu'il y a une forme de violence, encore une fois, à attribuer un salaire supérieur à quelqu'un. Et donc, il faut que les règles d'attribution les critères de qualification soient en permanence politiques. C'est pour ça que je suis contre, par exemple, une revendication syndicale qui dit que la qualification doit dépendre du diplôme. Non, parce que ça fait dépendre de la qualification de la méritocratie scolaire dont on sait qu'elle est tout sauf méritocratique. Elle est liée à l'origine sociale, etc. Donc, il s'agit que les critères de qualification soient en permanence revus, l'objet de discussion, ce qui est le cas à l'université. Les critères de qualification, est-ce que c'est les publications dans telle ou telle revue? Est-ce qu'on classe les revues pour évaluer la production intellectuelle du candidat? Voilà, les critères, ils varieront d'une métier à l'autre, d'un territoire à l'autre, bien sûr. Il faut qu'il soit défini démocratiquement et ce sera l'objet d'un débat politique. Il y aura des conflits, il y aura de la violence. Je ne suis pas adepte d'anthropologie enchantée. Si j'essaye de bien résumer, vous allez me dire si j'ai suivi. Donc l'idée, c'est qu'à 18 ans, vous avez droit, en tant que citoyen résident sur le territoire français, à un salaire à vie de 1 800 € par mois. Quoi que vous fassiez, vous aurez cette somme-là, comme aujourd'hui un fonctionnaire. Donc après, c'est à vous de vous occuper librement. En général, vous allez aller dans une entreprise et si vous acquérez au fil du temps des qualifications, vous allez pouvoir gagner 2 000, 2 500, 3 000 jusqu'à 5 000 € en fonction des qualifications que vous allez obtenir. Et donc des postes après que vous pourrez occuper dans les entreprises. Et puis, il n'y a pas vraiment de retraite. Quand vous décidez de quitter l'entreprise, vous continuez à toucher votre salaire, quitte à aller aller donc dans ce cas-là travailler entre guillemets dans des associations ou travailler chez vous à vous occuper de vos petits-enfants. Voilà, Ou même rester dans l'entreprise jusqu'à sa mort. Encore une fois, tout dépend des situations. Donc vous Moi, laissez les j'entends gens bien participer dans mon université à Nanterre jusqu'à ma mort à une réunion de laboratoire où on définit ce qu'on va faire en matière de recherche. Alors, bon, je vais éviter de vous poser la question qu'on vous pose un peu tout le temps, qui devient tarte à la crème sur. Mais alors pourquoi les gens ils vont travailler si sans travailler ils gagneront quand même 1 800 € par mois? Mais je me demandais, est-ce que dans ce système, l'horrible pression économique aujourd'hui à la survie, en disant si tu ne travailles pas, tu vas crever, tu n'auras plus d'argent. Est-ce qu'elle ne va pas être remplacée aussi par une espèce de pression sociale, peut-être un peu plus positive, qui donnerait une mauvaise image à celui qui déciderait vraiment d'être oisif sans rien apporter à la société en retour? Il n'y aurait pas une espèce de pression sociale qui ferait que justement les gens vont aller travailler de cette façon-là ou pas? Alors, moi, je ne lis pas trop dans la mare de café, mais j'ai été lecteur d'un ouvrage de science-fiction qui s'inspire de mon travail, et qui s'appelle Utopia. L'auteur développe ce que serait une société du salaire à vie, non pas dans les astres dans 1000 ans, mais là, en France, dans 25 ou 30 ans. Et l'espèce de paix dans laquelle seraient les personnes qui n'auraient pas à prouver indéfiniment, hein, à travers la performance de leur travail, qui ils sont. Mais une paix qui ne se traduit pas du tout par une irresponsabilité, hein. Parce que pour distribuer 1800 balles à tout le monde à 18 ans aujourd'hui, il faut une toute autre école, hein. Donc il y aura des lieux d'apprentissage de la responsabilité qui font que, de fait, mais je crois que ça paraît de l'ordre de l'évidence, enfin, nous souhaitons contribuer au bien commun, nous souhaitons avoir une reconnaissance sociale. Tout cela se fera de façon infiniment plus paisible qu'aujourd'hui. J'ai beau être très frappé par l'univers paisible que ce roman de science-fiction développait. Et ce système, est-ce qu'il est compatible avec la mondialisation actuelle? D'une part, comme vous le faisiez remarquer très justement, nous allons produire plutôt moins cher
que, que des productions lourdement grevées par le coût du capital. Et puis je pense que, alors c'est pas forcément en France que ça se fera, hein, mais que les premiers pays qui vont sortir de la logique capitaliste vont avoir un effet d'entraînement absolument considérable et que très vite, une dynamique communiste se généralisera. Mais vous employez le mot communiste dans son sens très, j'allais dire, originel. Mais quand les gens entendent ce mot, souvent, ils pensent à URSS, ils vont se dire quoi? C'est une résurgence du système soviétique, il va y avoir un État qui va décider de tout, peut-être même sans liberté. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah oui, bah alors là, évidemment, hein, dans mes ouvrages, alors pas dans Puissance du salariat, parce que c'est un ouvrage ancien, hein, mais dans mes ouvrages les plus récents, je montre comment il y a un cousinage absolument dramatique entre la social-démocratie et le stalinisme. Alors c'est Lucien Sève qui a montré cela, ce philosophe communiste tout à fait remarquable, qui a écrit une tétralogie, hein, Penser avec Marx aujourd'hui. Et le 4e tome, c'est Communisme, point d'interrogation. Et il montre comment Marx et Engels se confrontent aux penseurs du principal mouvement ouvrier de l'époque, dans les années 1860-70, c'est-à-dire Lassalle. Le principal mouvement ouvrier, c'est le mouvement allemand. Et son penseur, c'est Lassalle. Et Lassalle a une vision du capitalisme comme une structure qui se reproduit en quelque sorte, dont on ne peut pas sortir par des déjà-là communistes dans le capitalisme même. Pour sortir du capitalisme, il faut passer de l'autre côté. Il faut prendre le pouvoir d'État, première étape. Deuxième étape, instituer un socialisme d'État. Et puis, étape finale, peut-être un jour le communisme. Ouais, donc vous ne proposez pas un grand soir, un truc révolutionnaire, c'est plutôt des étapes progressives, en fait, dans votre vision. Mais Marx récuse précisément. Moi, j'essaye de lire Marx hors de ce catéchisme marxiste instauré par Staline, dont l'astuce, ça va être de se réclamer de Lénine et de Marx pour faire tout à fait le contraire. La social-démocratie repose sur une analyse, je dirais, pré-marxienne du capitalisme. Chez Marx, le capitalisme est une contradiction dans laquelle une classe révolutionnaire institue du déjà-là communiste dans le capitalisme même. Et il définit le communisme comme le mouvement de sortie du capitalisme, mais dans le capitalisme. Alors, ça ne peut naître que dans le capitalisme. La social-démocratie pense que non. Il n'y a pas de lutte de classe. Le capitalisme, c'est une structure de domination qui génère des victimes qui peuvent, encore une fois, de temps en temps imposer un rapport de force favorable, mais qui, globalement, ne peuvent pas instituer dans le capitalisme même des alternatives. Il faut donc d'abord prendre le pouvoir d'État, avec cette dérive électoraliste de tous les partis de gauche, de tous les partis ouvriers dans l'Europe occidentale. Staline, il est sur la même position, totalement non marxiste. C'est-à-dire, le capitalisme, c'est une structure dans laquelle ne peut pas naître de socialisme ni de communisme. Il faut prendre le pouvoir d'État. Mais, à la différence des sociodémocrates, qui, une fois qu'ils ont pris le pouvoir d'État, se rendent compte que, comme la bourgeoisie a conservé son pouvoir sur le travail, ils sont otages de cette bourgeoisie. Et donc, ils baissent la culotte. Staline ne baisse pas la culotte, lui. Et il introduit une dictature, mais une dictature sur le peuple, puisque le peuple n'a pas commencé à prendre le pouvoir sur le travail. Donc, ce que propose Marx, ce que je propose, mais ce que toute une série de penseurs marxistes aujourd'hui proposent, c'est de poser comme préalable à toute victoire électorale, qui est nécessaire aussi, bien sûr, je ne suis pas contre la victoire électorale, comme préalable à toute victoire électorale, la prise du pouvoir sur le travail, des débuts de prise de pouvoir sur le travail. Alors, dans mes bouquins, je fais des propositions très précises, hein, et cette prise de pouvoir sur le travail, elle ne se fait pas sous l'égide de l'État. Moi, j'ai passé les 15 premières années de ma vie de chercheur à analyser le régime général de sécurité sociale, c'est-à-dire une fonction collective d'État, mais gérée par les intéressés eux-mêmes, pas par un appareil d'État précisément. Donc, le communisme, c'est lorsque
les intéressés eux-mêmes gèrent les dispositifs macro-sociaux qui s'imposent par la loi, ce qu'on appelle l'État. Quand Marx parle de dépérissement de l'État, encore une fois, ça n'est pas la fin de ces dispositifs. Il faut des dispositifs macro-sociaux qui s'imposent par la loi, mais c'est le fait que ce n'est pas un appareil d'État qui les gère, en surplomb, que c'est les intéressés eux-mêmes, c'est l'enrichissement communiste de la citoyenneté, où les citoyens deviennent gestionnaires de ces institutions. Donc, en aucun cas, le socialisme d'État tel qu'il s'est construit en URSS n'était les prémices du communisme. Ça a été, au contraire, une absolue impossibilité du communisme. Staline a d'ailleurs assassiné 900 des 1200 responsables du Parti communiste d'Union soviétique. C'était un anticommuniste acharné. Je vous propose de regarder ici ce sondage sur les fonctionnaires, parce que votre système essaie de se fonder sur ce qui existe. En tout cas, dans vos réflexions, le statut de la fonction publique a été assez important. Alors, les fonctionnaires sont décriés vraiment dans tous les médias de la religion, comme vous définissez assez bien. Quand on regarde les sondages, ça marche très moyennement, en fait, leur propagande. Les fonctionnaires gardent plutôt une image assez positive, surtout au niveau de la fonction hospitalière, mais aussi de la fonction d'État, pour les enseignants, la police, etc. La fonction territoriale arrive plutôt au troisième, enfin avec encore 60% de bonnes opinions des fonctionnaires de la fonction publique. Est-ce que cette politique de dénigrement systématique des fonctionnaires, ce n'est pas un obstacle aussi à la mise à place pour rendre votre modèle plus désirable? Non, mais c'est évident, encore une fois, hein. La nouveauté de la fonction publique, c'est de dissocier le salaire du poste de travail ou de la mesure de l'activité pour en faire un attribut de la personne. C'est totalement novateur. La classe dirigeante, elle n'est dirigeante que parce qu'elle décide du travail. Ce n'est pas son pouvoir sur l'argent qui est l'origine de son pouvoir. Son pouvoir sur l'argent, elle le tire de son pouvoir sur le travail. Et donc, pour elle, le fait que nous soyons sous sa dépendance pour travailler est fondamental. Donc, tout ce qui contribue à lier le salaire à la personne et non pas à l'activité validée comme productive par le capital est combattu férocement. Donc, bien sûr que le dénigrement de la fonction publique, alors qui est absolument au cœur de la politique de Macron. Lui, il veut en finir avec les fonctionnaires, c'est tout à fait clair, mais qui est très antérieur à Macron, bien sûr. Le dénigrement de la fonction publique fait partie de la religion capitaliste, c'est sûr. Alors, si on continue au niveau des graphiques, on en a fait d'autres. D'ailleurs, vous retrouverez tous les graphiques sur le site d'Elucide Média. Et je remercie d'ailleurs les abonnés qui nous permettent de faire l'émission et les gros travaux que nécessitent ces graphiques. On voit que quand on demande aux gens, avez-vous une bonne opinion des fonctionnaires, on a donc ici 60% qui sont favorables. Et quand on regarde par parti politique, c'est assez intéressant. Et dans tous les partis, il y a une majorité des gens qui ont une bonne opinion des fonctionnaires. Mais par contre, la propagande toujours du clergé médiatique cherche à le détruire. Et donc, on en arrive, quand on leur pose une autre question aux Français, une réponse peut-être un peu surprenante. On voit sur ce deuxième graphe que quand on leur dit « Est-ce que vous seriez d'accord à mettre fin à l'emploi à vie dans la fonction publique ?» Donc, quelque part aussi, une espèce de salaire à vie des fonctionnaires. 25% des Français sont favorables et sont très favorables, et 34% sont plutôt favorables. Voilà, les plus offensifs contre ça sont d'ailleurs peut-être, c'est moi, ça m'a un peu étonné, c'était La République En Marche, c'est vraiment les pires, beaucoup plus que les LR et que le Rassemblement National. Il y a quand même un tiers de la gauche qui soutiendrait l'idée de mettre fin à l'emploi à vie. Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce qu'on répond, comment on répond à cette offensive religieuse? Bon, il faut quand même déjà se réjouir de cette opinion globalement favorable. L'opinion très défavorable de La République En Marche, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure sur la détermination de Macron à en finir avec la fonction publique. C'est clair que là, nous avons un électorat extrêmement lié aux entreprises privées qui est très défavorable à l'emploi à vie. Alors, l'emploi à vie,
l'expression n'est pas exacte, hein, parce que l'emploi, c'est lorsque le support des droits, c'est le poste de travail, alors que moi, j'ai jamais eu d'employeur personnellement. J'ai jamais eu de contrat de travail, hein. J'ai été nommé prof à l'université, j'ai jamais eu de contrat de travail, absolument jamais. Le fonctionnaire, un fonctionnaire d'État en tout cas, est libéré de ce genre de choses. Alors, l'interprétation que je proposerais, mais j'en suis pas sûr, hein, de ce tiers de LFI, par exemple, qui est tout à fait favorable ou plutôt favorable à la suppression de l'emploi à vie, c'est peut-être que, et ça je l'ai remarqué et ça m'a surpris, euh, par exemple, j'ai rencontré des jeunes infirmières, fonctionnaires hospitalières, euh, qui souhaitaient démissionner de la fonction publique pour pouvoir changer d'emploi. C'est ça la question. C'est que dans la fonction publique, il est très difficile de changer d'emploi. Euh, il est très difficile, si on est instituteur, prof d'école, de devenir prof d'université. Ou si l'on est, je ne sais pas quoi, sur un métier de comptable, de devenir, avec la même qualification personnelle, sur un métier tout à fait autre que la comptabilité. On est enfermé, dans un certain sens, dans un emploi, dans la fonction publique, souvent. Et c'est peut-être cela, hein. Moi, j'ai été ahuri, hein, de voir des jeunes femmes qui aiment leur boulot, pas du tout parce que ce qu'elles font à l'hôpital les détruit. Non, elles aiment leur boulot, mais elles veulent quitter la fonction publique hospitalière pour pouvoir aller dans le privé, provisoirement, pas du tout par amour des cliniques privées, hein, mais cotiser au chômage, avoir droit au chômage pour soit faire le tour du monde, soit changer complètement de métier, faire une pause, enfin, etc., etc. Toute chose qu'un fonctionnaire ne peut pas faire. Alors, c'est peut-être cela. Moi, dans la proposition que je fais, je m'inscris en faux contre les propositions de gauche qui consistent à dire nous allons assurer la continuité du salaire par la continuité des contrats de travail. Si vous prenez LFI, hein, c'est État employeur en dernier ressort, hein. Si on n'a pas un contrat avec un employeur privé, une collectivité publique va devoir nous proposer un contrat de travail. Et du coup, il y aura une continuité du salaire par continuité du contrat. Le Parti communiste, c'est la même chose, sécurité, emploi, formation. Si on n'a pas un contrat de travail, on aura un contrat de formation et maintien du salaire. Mais il faut toujours qu'il y ait un contrat. Et c'est le contrat qui reste le support du droit. Ce n'est pas la personne. En ce sens, pour moi, ces propositions-là, elles sont en dessous des conquis du XXe siècle qui attribuent le salaire à la personne et non pas au contrat de travail. Dans le cadre actuel, on voit que les gens luttent de plus en plus fortement face à des volontés de détruire des droits acquis. En fait, c'est vraiment un combat défensif. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas obtenu des choses, vraiment des avancées sociales. Peut-être les 35 heures, peut-être encore, mais enfin, ça commence à faire belle lurette et on voit qu'on est en train de revenir dessus. Donc, on voit qu'il n'y a plus d'avancées. On voit qu'il y a des réglementations de l'Union européenne aussi de plus en plus dures qui empêchent tout ça. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous voyez ce rôle de l'Union européenne là-dedans. Donc, comment vous voyez d'ailleurs ce rôle-là? Et est-ce que par ailleurs, de façon générale, au niveau des gens, est-ce que les gens ont pas un peu abandonné, ont perdu l'idée que si, il pourrait y avoir du progrès? Alors, il y a une détermination de la classe dirigeante à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, ça c'est clair, mais l'échelle européenne n'est jamais que l'addition des échelles nationales, hein. C'est quand même nos gouvernants qui en décident à l'échelle européenne, hein. Ensuite, ils disent c'est l'Europe, mais c'est quand même eux qui ont décidé en Europe, hein. On ne peut jamais dédouaner nos gouvernants de la responsabilité des directives européennes. Ils y contribuent, hein. Mais on voit que c'est aussi un instrument de lutte contre les travailleurs et très puissant. Mais absolument, c'est un instrument de lutte contre les droits des travailleurs. Vous Aujourd'hui, l'appelez d'ailleurs, j'ai vu le syndicat de la classe dirigeante, ça m'avait fait rire, votre qualification de l'Union européenne. oui, c'est possible que j'ai eu cette expression, mais hélas, ma réflexion, j'ai fait des travaux dans le cadre de réseau européen de chercheurs sur les sécurités sociales en Europe, etc. Mais je ne connais pas bien les institutions européennes ni leur fonctionnement.
Donc je ne peux pas trop me prononcer là-dessus, sauf des propositions de principe. Disons, j'ai voté contre Maastricht, je suis contre la monnaie unique. Je pense qu'il faut retrouver une forme de souveraineté monétaire avec une monnaie commune, mais certainement une monnaie nationale, etc. Bien sûr, surtout si on veut créer de la monnaie pour avancer les salaires, il faut retrouver une souveraineté monétaire. Dans l'Union européenne, au demeurant, hein, comme le font les Suédois ou autres qui n'ont pas adhéré à la zone euro. Et même dans la zone euro, c'est possible, si j'en crois des collègues comme Bruno Terret, qui montrent qu'on peut créer des moyens de paiement non convertibles en euros, mais en restant à la zone euro et retrouver une souveraineté monétaire. Mais au niveau des travailleurs eux-mêmes, est-ce qu'ils ont abandonné cette idée de progrès? Enfin... Alors, moi, je ne le pense pas, si je parle d'effervescence communiste, mais elle porte moins sur le statut des travailleurs que sur le contenu de leur travail. Je pense qu'aujourd'hui, moi, quand je pense ma génération et les jeunes que je côtoie, ils sont infiniment plus sensibles que nous l'étions dans ma génération au contenu même du travail, à ce qu'ils vont faire. On acceptait davantage le travail tel qu'il nous l'était imposé. Et donc, je pense qu'au contraire, non, il y a une beaucoup plus grande attention à la qualité du travail qu'on fait. Peut-être une forme de défaitisme, oui, sur les conquis en matière de droits des travailleurs. C'est pour cela, alors j'ai beaucoup réfléchi hein, sur un défaitisme qui naît de défaites quand même régulières. Hein. Depuis 40 ans, les défaites syndicales sont quand même considérables. Et alors, la lutte contre les... J'ai plus le nouveau truc de Attal, là, on va débureaucratiser, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est une lutte encore supplémentaire contre le droit du travail. Hein. Les entreprises de moins de 250 salariés, on va supprimer on va supprimer le comité d'entreprise. Il va être supprimé à moins de 250. Enfin, c'est dans les projets, en tout cas. Hein. Les recours au prud'homme, ça va être, si j'en crois le maire, ce sera 2 mois. Et puis après, alors que c'était 1 an avant que Macron arrive au pouvoir. Ça pourrait être 2 heures. Hein. Enfin, si on est rapide pour envoyer le mail, sinon c'est trop tard. Hein. Enfin... Voilà. Bon, les attaques au droit du chômage, etc., pas tout à fait considérables. Bon, ça, c'est clair que nous avons un gouvernement absolument déterminé à s'attaquer aux droits des travailleurs. Sous prétexte de supprimer les contraintes bureaucratiques, enfin, etc., c'est-à-dire les droits, tout simplement. Est-ce qu'il y a une forme de défaitisme? En tout cas, il y a de la défaite qui, pour moi, vient de ce que les organisations de travailleurs, pour lesquelles j'ai le plus grand respect, hein, les syndicats, c'est une organisation de masse pour lesquelles il faut avoir le plus grand respect. Enfin, mais ces organisations-là n'assument pas les conquis. Le conquis de la fonction publique n'est pas assumé du tout. Les conquis le conquis de la sécurité sociale du soin, dans lequel on a avancé du salaire et non pas du capital, n'est pas assumé du tout. C'est-à-dire que les revendications restent extrêmement encore aliénées à la religion capitaliste. Par exemple, pôle public de crédit. Ça veut dire que l'on considère que de toute façon, il faut d'abord un endettement préalable à la production. Mais ce sera un bon prêteur, ce sera un prêteur public. Illusion. Moi, je n'ai aucune illusion sur l'État, aucune. Donc, je ne pense pas que parce que le prêteur sera public, il sera meilleur que le prêteur privé. Donc, mais ça, il y a une illusion à gauche là-dessus, et qui fait que nous ne sommes pas à l'offensive sur... Enfin, nous avons su créer 10% du PIB sans un préalable d'avance en capital, mais nous allons produire toute la production sans avance en capital. Nous allons produire toute la production par une avance monétaire en salaire. C'est seulement sur des mots d'ordre aussi offensifs que nous pourrons sortir de la défaite. J'en viens au côté politique. À quoi ressemblerait le système politique dans votre modèle? Est-ce qu'il y a encore un État, des élections, une démocratie directe ou indirecte qui va détenir les caisses tout à l'heure dont on parlait? Ça marche comment au point de vue vraiment organisation politique? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de sciences politiques, donc j'ai appris comme chercheur à ne parler que sur le terrain sur lequel portent mes recherches, mais je fais des lectures où je converse avec des collègues ou des militants qui ont des choses à dire, bien sûr, ou des citoyens lambda qui ont tout à fait des choses à dire sur tout cela. Donc, dans les limites du fait que je ne suis pas du tout chercheur sur ces questions, il s'agit bien sûr qu'il y ait de la délibération collective à tous les échelons utiles, hein.
S'il s'agit de délibérer de l'implantation d'une boulangerie quelque part, on ne va pas mobiliser le Parlement. Ça va être une délibération à une échelle locale. S'il s'agit en revanche de modifier le fonctionnement d'une industrie de réseau comme la SNCF, ben, ça va être à l'échelle nationale, voire internationale, que les décisions seront prises. Donc, en fonction de l'entreprise, évidemment, les assemblées délibératives qui regrouperont à la fois le personnel, les usagers, des élus, parce que qui expriment alors des élus. Alors élus comment? Par élection classique, par désignation au tirage au sort. Moi, j'ai pas de compétences sur tout ça. Je peux pas dire, mais je suis ouvert sur tout ça, hein. Je n'ai pas de religion sur cette question-là. Les entreprises, elles seront la propriété d'usage du collectif de travail qui les animera. Donc, c'est lui qui décidera de l'utilisation de l'outil. Mais un outil, ce n'est pas simplement quelque chose qui est utile, c'est quelque chose qui vaut. Donc la propriété patrimoniale de l'entreprise, il ne faut pas qu'elle appartienne au collectif qui en a la propriété d'usage. Les travaux de Benoît Boritz sur les coopératives montrent que c'est très mauvais que les coopérateurs soient aussi propriétaires du patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine, parce que le collectif, de un, a une durée de vie qui n'est pas forcément celui de l'équipement, deux, n'est pas forcément conscient de l'implication, de l'impact de l'entreprise sur le territoire donné. Il faut que ce soit, ça peut être très emmerdant pour lui de gérer le patrimoine. Je pense quel intérêt qu'une compagnie de théâtre soit propriétaire du théâtre. Je pense ou qu'une équipe médicale soit propriétaire des lieux. Je pense qu'elle en soit propriétaire d'usage, oui, mais propriétaire patrimonial, non. Et puis parce qu'il faut aussi... Donc la propriété patrimoniale, c'est le fait d'assembler, là encore, à l'échelle pertinente. La propriété patrimoniale de la SNCF, ce n'est pas à la même échelle que la propriété patrimoniale, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, de la boulangerie du quartier. Donc il faut des assemblées à des échelles pertinentes qui ne sont pas les mêmes. Il faut évidemment des fonctions collectives ayant force de loi, ce qu'on appelle l'État, mais animées par des représentants des citoyens, sous des formes à désigner dont je ne suis pas spécialiste du tout, bien sûr. Il faut des collectifs politiques qui ont comme mission d'animer le débat public, mais il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, de profession politique. Moi, je suis absolument contre les mandats qui peuvent durer 30 ans. Un mandat, c'est un mandat renouvelable une fois maximum, de mon point de vue. Donc, il n'y ait pas de profession politique, parce que ça, c'est catastrophique pour moi. Qu'en revanche, il n'y a pas de professionnels de la politique, mais il y a des organisations, parce que nous avons absolument besoin d'organisations, c'est évident. Mais sous quelle forme? Sous la forme extrêmement hiérarchisée des partis actuels, je ne le pense pas. Je pense qu'il faut des formes qui s'inventent d'ailleurs, hein. Le milieu associatif est souvent beaucoup plus inventif dans son mode de fonctionnement horizontal que le milieu politique, qui reste extrêmement marqué par la verticalité. Alors, je ne suis pas contre toute verticalité, enfin tout ça, mais je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, hein. Donc je pense dire des choses assez banales sur lesquelles je ne vais pas trop m'étendre. Bah, le reste de vos propos qui n'est pas banal du tout, j'ai envie de dire, si je peux avoir une petite réflexion personnelle, enfin, moi j'ai vraiment apprécié les apports de vos travaux en termes d'ouverture d'esprit, parce que c'est vrai que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on baigne vraiment dans un catéchisme, dans une religion dont on ne se rend pas forcément compte, et je trouve que vos travaux, en tout cas moi quand je les ai approfondis, parce que je connaissais évidemment vos travaux, mais là je rentrais dans le détail, et j'ai trouvé le processus très intéressant. Le fait de commencer à voir les fonctionnaires, en ne parlant plus de retraite après, mais de continuation du salaire, vous dites, en effet, les fonctionnaires, ils ont déjà un salaire à vie, en effet, ipso facto, avec quelques conditions. Et évidemment, ce n'est pas du tout le cas du privé, mais votre système, en tout cas, votre organisation est quelque part révolutionnaire à la fin. Vous changez complètement, en effet, l'organisation, la société, c'est un bouleversement, c'est sans doute beaucoup de progrès à ce niveau-là. Mais j'ai envie de dire aussi, quand on y réfléchit, on se dit, mais le résultat révolutionnaire, mais en fait, le système est déjà à peu près là. Parce que contrairement à la fonction publique, il y a un siècle, on n'avait rien. Enfin, c'était pour le coup, vous n'étiez pas de chômage, il n'y a pas de retraite. Enfin, on se rend compte le dénuement dans lequel on était.
On se rend compte qu'en un siècle, il y a eu des progrès sociaux très importants. Alors la fonction publique pour les fonctionnaires, mais aussi la sécurité sociale et tout ce que ça a apporté. Et moi, j'ai trouvé, mais en tout cas, la petite réflexion que je me suis faite, c'était que, mais si on regarde un salarié du privé aujourd'hui, bon, quand il travaille, il y a des conditions, évidemment, de pénibilité. En fait, il a je vais dire, un revenu. Après, il va aller à la retraite. Mais la retraite, c'est une continuation du revenu. Donc, il a déjà un revenu normalement toute sa vie. S'il est au chômage, il va y avoir une caisse de chômage, il a cotisé. Donc, il a un revenu au chômage. Et s'il sombre dans la misère, mais il aura quand même le RSA qui est aussi un revenu. En fait, vous regardez, mais il y a déjà un revenu à vie aujourd'hui dans le privé. Mais il est conditionnel. C'est-à-dire, il faut travailler, il faut obéir à l'entreprise. Vous avez différentes caisses, mais là, je me suis même dit, mais il pourrait y avoir qu'une caisse, pourquoi il n'y a pas qu'une caisse pour le chômage, on pourrait déjà fusionner beaucoup de choses, d'ailleurs, dont on n'entend jamais parler, ces propositions-là. Et vous dites, mais il y a un revenu qui est très conditionnel. Donc, est-ce que quelque part aussi votre système, enfin, peut-être pour ça que vous ne vouliez pas appeler ça système, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est le système actuel, mais avec d'autres paramètres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'obligation forcément d'être dans une entreprise, mais vous aurez bien toujours votre revenu comme aujourd'hui, grâce aux progrès sociaux qu'il y a eu depuis un an. Et on peut réfléchir, ce serait quoi les progrès sociaux du siècle qui vient pour essayer d'avoir plus de droits, mais à un moment, en effet, où il y a une régression sociale et des attaques très fortes contre le système. Qu'est-ce que vous en pensez, peut-être pour finir Eh bien, peut-être que je me trompe. écoutez, moi, encore une fois, je prononçais le mot de Jaurès, des réformes révolutionnaires. Toute réforme n'est pas révolutionnaire. Je ne suis pas un réformiste, je suis un révolutionnaire, mais un révolutionnaire qui observe qu'il y a une classe révolutionnaire, que dans le capitalisme même, des déjà là alternatifs existent à l'échelle macro-sociale, qu'en plus aujourd'hui, vous avez une multiplication de la dissidence à l'échelle plus marginale, mais avec la possibilité, en s'inspirant de la sécurité sociale du soin, d'instituer une sécurité sociale du transport, une sécurité sociale de l'information, une sécurité sociale de l'habitat, une sécurité sociale de l'alimentation, qui va sortir de la marge. Là, je renvoie à tous les travaux de réseau salariat qu'on peut trouver sur le site, qui va sortir de la marge de tous ces dissidents. Donc, il y a un déjà là, communiste. Toute personne qui entend ne travailler que selon sa déontologie est communiste pour moi. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Écoutez, moi j'ai été surpris depuis maintenant, ça démarre en 87, donc on est en 24, ça fait donc bientôt 40 ans. De ce qu'on appelle la réforme des retraites, que mais vraiment la majorité, y compris des militants, voire de responsables syndicaux, pensent que la retraite est calculée en fonction des cotisations. Pensent que c'est du j'ai cotisé, j'ai droit. Pensent que quand on est retraité, dans la mesure où on n'a plus d'emploi, dans la mesure où on n'a plus de subordination, on n'a pas droit au salaire, on a droit au différé de ses cotisations. On n'a pas dépensé tout son salaire quand on était actif, on a mis une partie au pot commun, on a été solidaire, mais on a droit, quand on est soi-même inactif, non productif, etc., on a droit à la solidarité à travers les cotisations de ceux qui aujourd'hui sont actifs. C'est la solidarité intergénérationnelle. Tout ça, c'est de la religion capitaliste, complètement. Ça a été balayé par Croizat en août 1946, lorsqu'il crée la pension de retraite sur le modèle de la fonction publique. Aucun compte tenu des cotisations, c'est la poursuite du salaire, un salaire de référence, celui des 10 dernières années à l'époque, qu'importe, mais la majorité de mes compatriotes pensent que la retraite, c'est du salaire différé, que c'est leur cotisation Alors, c'est les cotisations qui financent les pensions à l'échelle globale, bien sûr. Il y a un peu d'impôts, mais pour l'essentiel, c'est des cotisations. Mais elles ne servent à rien dans le calcul de la pension, sauf la riposte patronale aux initiatives communistes de 1946. En 1947, l'AGIRC, étendue au reste des salariés du privé non cadre dans les années 50, l'ARCO. Alors l'AGIRC-ARCO, lui, la pension, c'est le différé des cotisations. On cumule des cotisations dans un compte et puis c'est la somme de ces cotisations qui va décider de la pension. Là, on est dans une logique capitaliste. Lorsque je ne suis pas subordonné, je n'ai pas droit au salaire. Le salaire, c'est le prix de la subordination. J'ai droit, en revanche, au maintien du pouvoir d'achat, du salaire que je n'ai pas consommé, que j'ai mis au pot commun. J'ai droit à la solidarité intergénérationnelle.
Moi, comme militant discipliné depuis 40 ans, je manifeste derrière oui à la solidarité intergénérationnelle. Ça fait partie de l'échec syndical que de se battre sur des positions qui sont celles du patronat en réalité. Nous avons dépassé la solidarité intergénérationnelle. Les retraités ne sont pas des inactifs qui ont droit au différé de leurs cotisations. Les retraités sont enfin des travailleurs communistes, c'est-à-dire qu'ils sont titulaires de leur salaire, et c'est ce salaire dont ils sont titulaires qui rend possible leur liberté au travail.